les Occidentaux sont dans une telle décérébration, une lobotomisation, qu'ils gobent absolument toutes les conneries qu'ils entendent ou qu'ils voient à la télévision. C'est affligeant, c'est apeurant, comme on dit, je crois, chez vous. Parce que, mais c'est expliqué, ça, hein. C'est pas compliqué, puisque, vous savez, individualisation, égalitarisme, et ensuite vous mettez en place, vous remplacez les corps sociaux intermédiaires par des corps d'État contrôlés, dont le premier s'appelle l'éducation nationale. Et l'éducation nationale a comme objectif d'imposer dans la cervelle des gamins une historiographie. Je me suis souvent accroché, moi j'ai fait des études d'histoire à l'université quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune que maintenant en tout cas, je m'accroche très souvent aux gens. Ils me citent, ah, l'histoire dit ça, l'histoire dit ça. Mais je dis non, ça c'est pas l'histoire, c'est l'historiographie. Faut pas confondre. Il faut pas confondre histoire et historiographie. Et donc, on veut nous faire croire que l'histoire, c'est l'historiographie. Or, l'historiographie n'a qu'un seul objectif, c'est mettre en place des amnésies dans les cerveaux des gens pour mieux les subordonner à la raison d'État. La raison d'État qui s'appuie, alors bien sûr la raison d'État va jamais dire aux populations vous allez mourir dans les tranchées de Verdun pour les intérêts des banques. Non. Ils vont dire vous allez mourir pour la liberté, vous allez mourir pour la démocratie, vous allez mourir pour les droits de l'homme. Voilà ce qu'ils vont dire. Avant, on allait mourir pour Dieu, pour Jésus. Voilà. Est-ce que le régime est en train de craquer là? Parce que quand même, ça frappe. Je pense pas que le régime soit en train de craquer. Je pense que, et ça, l'histoire nous l'apprend, si on regarde un peu justement la vie politique des régimes pendant les guerres. En fait, toutes les guerres durcissent les régimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout régime, y compris d'ailleurs le régime russe, hein, actuellement, le régime russe est en train de se durcir. Le régime allemand d'Hitler a commencé à se durcir à partir de 1941-42. Il y a eu des épurations déjà avant, mais il s'est vraiment durci dès que l'Allemagne a commencé à être frappée. L'Ukraine va se durcir encore plus, à mon avis. Donc tant que Zelensky joue bien son rôle d'acteur qu'on lui a donné, à savoir le parfait contremaître de l'OTAN en Ukraine, bah, il tiendra. En plus, le comportement de Zelensky aujourd'hui le met à l'abri des nationalistes ukrainiens. Oui. Hein, on voit bien que bon, bah, les nationalistes disent bon, bah, là, on a un type qui va dans la bonne direction, qui en plus est dans les petits papiers de nos amis de l'OTAN, donc on le laisse courir. Donc Zelensky, il a d'une part, il a la carotte de l'OTAN devant lui, et ensuite il a la baïonnette des nationalistes dans le dos. Donc s'il freine, s'il s'arrête ou s'il change de direction, c'est la baïonnette qui le tue. Donc il est obligé d'aller vers la carotte. Il a été vraiment programmé pour ça. Oui, il est coincé. Donc Dniepropetrovsk, pardon, ce qui s'est passé, c'est que c'est un missile russe qui a été dévié par un missile antiaérien ukrainien. On voit bien d'ailleurs, j'ai mis sur mon canal Telegram, j'ai mis une vidéo, on voit bien les deux impacts. Donc il y a eu deux missiles effectivement qui sont tombés. Alors dire lequel des deux a touché l'immeuble où il y a eu, je crois, plus de 40 morts, ça je ne saurais le dire. Évidemment, la version ukrainienne, c'est dire que c'est le missile russe qui est tombé, qui a tué et qui a été fait intentionnellement, donc ce qui est complètement faux. Donc ça c'est sûr, parce que les Russes n'ont jamais visé intentionnellement un immeuble, enfin des civils. Alors évidemment, il y a
ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui m'interrogent souvent là-dessus. Je dis non, il y a des victimes civiles qui sont pour chacune d'entre elles une tragédie humaine, un drame humain. Par contre, il faut savoir distinguer la victime qui est dans l'ordre du dommage collatéral de la victime qui est dans l'ordre du crime de guerre, c'est-à-dire d'un crime intentionnel. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le dites très bien quand vous parliez de votre livre il y a 5 minutes, comme on est dans une guerre de l'image, une guerre de propagande de guerre complètement exacerbée, ben c'est très très difficile de retrouver finalement une vision rationnelle des événements. Donc voilà, c'est quelque chose. C'est comme le tir qu'il y a eu sur Donetsk. Ben, il y a un tir de missile, a priori de roquette, encore HIMARS, qui a été tiré sur Donetsk. C'est une roquette M31, je crois, qui a tué. Là, il y a eu un miracle. Hein. Honnêtement, il y a eu un miracle parce que le gardien qui devait ouvrir le magasin aux employés du magasin avant 9 heures, ce jour-là, ce matin-là, le gardien a eu une panne de réveil. Il est arrivé en retard. Ça fait que lorsque la roquette est tombée, d'abord elle a touché aucun immeuble d'habitation, puisque à côté du magasin, il n'y a que des immeubles d'habitation. C'est un truc de fou. Donc la roquette est tombée sur un magasin qui, ce jour-là, exceptionnellement, était vide. Enfin, il y a eu quand même 4 tués, je crois, 2 ou 4 tués. 3 tués, pardon. 2 tués d'abord, puis ils ont retrouvé le corps sous les décombres ensuite. Donc on a un 3e. Donc il y a eu 3 tués, mais la roquette arrivée la veille ou le lendemain, peut-être qu'il y aurait eu 20 ou 30 tués. Quoi. À quoi ça tient hein? Mais vous savez, Michel, moi je vis là depuis 8 ans. Je vois ce genre d'anecdotes, de miracles ou de chances multipliées par 100, mais quasiment toutes les semaines. À côté de chez moi, il y a une roquette 220 mm qui est tombée devant un bâtiment, à 15 mètres du bâtiment, au moment où la file de voitures était arrêtée au feu rouge 150 mètres plus bas. Le feu passait au vert 10 secondes avant, c'était fini. Là, il y avait 3-4 bagnoles remplies de personnes qui étaient détruites. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Donc, il y a des drames, mais des fois, quand on regarde bien le détail des bombardements, on est là en train de se dire « Ouais, mais bon, ça aurait pu être pire. » Ouais. Oui, c'est quelque chose qui n'est absolument pas présenté dans les médias occidentaux. Tout ce qui va dans le mauvais sens, ce sont les mauvaises victimes et on n'en parle pratiquement jamais. Bien sûr, c'est ça qui est. Je pense qu'il faut dire aux gens. Ça, moi, j'ai une approche maintenant, même si je suis militaire toujours. J'ai une approche qui est vraiment une approche sur la paix. C'est-à-dire, je dis, la guerre est une chose dramatique qu'il faut à tout prix combattre en tant qu'activité. Donc, il faut avoir une vision pacifique, non pas pacifiste, mais pacifique, et espérer toujours que la paix arrive en fin de parcours. Et à ce moment-là, c'est avoir l'honnêteté de dire, mais tous les civils des deux côtés sont des drames humains. Alors que les Occidentaux, ils ne regardent que les civils côté ukrainien, et en plus en les mettant systématiquement au titre de crimes de guerre subis. Alors qu'en fait, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. De mémoire, je n'ai pas vu un tir russe sciemment dirigé sur un objectif civil, même par erreur. Mais on dit que certains tirs ukrainiens sont sur des objectifs civils justement pour dégoûter la population. Alors, les tirs ukrainiens côté Donbass, oui, il y a des tirs ukrainiens de toute évidence qui sont faits intentionnellement sur la population civile. Alors, c'est d'autant plus facilement vérifiable que, par exemple, le dernier tir que je vous citais sur le magasin du boulevard Ilitcha, c'est un tir qui a été fait par un HIMARS. Or, l'HIMARS, c'est magique, hein, c'est vraiment un des systèmes d'artillerie les plus impressionnants que j'ai vu moi en activité. Il a une précision métrique jusqu'à 84 km. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est physiquement impossible que l'HIMARS ait fait une erreur. La première base militaire à côté du magasin, elle est à 600 mètres. Donc on est sur un tir sur une zone civile à 8h30 du matin, c'est-à-dire sur un boulevard qui est le boulevard le plus fréquenté entre Makiivka et Donetsk. C'est un boulevard qui normalement est bourré de voitures à cette heure-là précise. Donc ils ont dit on va taper sur un... C'est un peu comme si vous tapiez sur un périphérique à Paris à 8h du matin, quoi. Voilà. On est certain du résultat, oui.
Voilà. Je voudrais vous demander de façon générale, pourquoi vous êtes parti combattre au Donbass? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai une vision. D'abord, je suis un ancien militaire du renseignement, donc j'ai toujours suivi, même après avoir quitté l'armée, j'ai toujours suivi la géopolitique, en particulier la géopolitique militaire. Ça m'a toujours intéressé parce que voilà, quand on a des plis sur la chemise, qu'ils soient mauvais ou bons, on a du mal à les enlever. Donc j'ai toujours continué à observer un peu cette tectonique mondiale. Politiquement, métapolitiquement même devrais-je dire, je suis sorti d'un cocon. Mon père était officier, famille catholique traditionnelle, donc bien qu'ayant une dimension bretonnante et bretonne très marquée, j'étais plutôt dans un schéma éducationnel, on va dire, d'une vieille droite traditionnelle, comme les officiers formaient une caste autrefois en France. Donc j'ai suivi, parce que quand on a 19 ans, on suit les traces de son père, on cherche pas un plan de recul ou de la hauteur. Donc j'ai suivi un peu, j'ai été officier pendant 15 ans dans les troupes aéroportées avec la spécialité de renseignement. Donc j'ai suivi ça d'une manière un peu conne, hein. Franchement, comme tous les gamins, on suit le vent, quoi. Hein. Après, quand j'ai quitté l'armée, j'ai des camarades qui sont revenus de Yougoslavie, qui m'ont dit, mais tu sais, Erwan, ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est pas très beau. C'est moche pour nous. C'est moche pour nous. Alors j'avais déjà fait cette constatation au Rwanda, pendant qu'il y avait eu les massacres du Rwanda, parce que j'avais l'occasion d'aller en mission là-bas, et j'avais déjà vu une profonde dichotomie entre le discours officiel et la réalité du terrain. Donc ça m'avait déjà un peu froissé, et là, ça a finalement été prouvé et admis, tandis que la Yougoslavie, sur laquelle j'ai écrit 2 livres d'analyse justement, on est encore toujours dans la doxa occidentale, la doxa OTAN, que c'était une bonne guerre pour empêcher un génocide et blablabla. Et on est vraiment dans la même... Il y a beaucoup de points communs entre l'Ukraine et ce qui s'est passé contre la Yougoslavie. Hein. Ah mais on est dans le même schéma. La Yougoslavie, c'est une répétition générale. C'est le basculement de l'OTAN. D'abord, l'OTAN va s'environner vraiment d'une dimension politique, et surtout, il passe d'une rubrique défensive à une vectorisation offensive. Là, on est vraiment dans le basculement. L'OTAN retourne complètement sa veste sur le plan de sa raison d'être et de sa définition. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à ce moment-là, ayant quitté l'armée, j'ai commencé à prendre du recul, donc j'ai commencé à lire. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, donc c'est peut-être un peu plus tard que je vous ai découvert, Michel Paulhan. Mais j'ai commencé à m'intéresser. J'ai relu des philosophes de l'Antiquité. Je me suis pris un peu dans une frénésie de lecture à ce moment-là. J'ai lu beaucoup j'ai relu Karl Marx, par exemple, avec une passion dévorante, parce que il fait partie de ces auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. J'allais dire presque tous les auteurs comme ça. C'est ça qui est magique. Moi, je dis que le livre, il faut souvent le relire. Non pas parce que lorsque on a 16 ans, qu'on est en école militaire, qu'on lit Karl Marx, vous imaginez, c'est un peu pour les toilettes. Aujourd'hui, je relis peut-être pour la 3e fois Karl Marx. Je trouve ça d'une limpidité, d'une lucidité, d'une pertinence exceptionnelle. Voilà. Et peut-être j'aurai l'occasion de le relire dans 20 ans, j'espère. J'espère aussi. Et donc j'ai relu également Nietzsche, j'ai relu des grands philosophes, j'ai relu Hannah Arendt, j'ai essayé de diversifier, en fait de réveiller mon esprit critique. Et parallèlement à ça, comme je vous le disais à l'instant, je continue à observer la géopolitique internationale. Donc quand je suis parti, alors toujours, il y a plusieurs parallèles, hein, il n'y a pas que 2 parallèles, toujours parallèlement à cette parallèle, j'ai acquis la conviction que le meilleur système politique était en fait le système fédéral. C'est-à-dire un système basé sur un peu comme Altusius Johannes l'avait très bien décrit au moment de sa confrontation avec Jean Baudin. Jean Baudin était pour une espèce de pouvoir centralisateur au-dessus des lois qu'il écrivait lui-même, alors que Altusius Johannes, il était pour ce qu'il appelait une subsidiarité ascendante.
Donc on part des différentes cellules, des différents corps sociaux intermédiaires qui vont de la famille jusqu'aux parlements provinciaux, par exemple, pour prendre l'histoire de France, avec les corporations, les guildes, etc. Et on peut ainsi créer d'une manière naturelle, en fait, une démocratie directe, participative, et qui est adaptée à chaque région et à chaque niveau d'intervention politique. Donc ça m'avait passionné. Donc j'ai commencé à développer en fait une pensée politique, que j'aime plutôt utiliser le terme métapolitique d'ailleurs pour bien différencier du côté partisan politicien. C'est Alain de Benoît, que j'ai beaucoup lu également, qui m'a initié un peu à l'histoire des idées, à voir avec beaucoup de recul et avec une réflexion très posée justement tous ces fameux courants idéologiques. Donc, j'ai développé une idéologie, c'est pas une métapolitique personnelle. Et quand je suis en Guyane et que je vois arriver les révolutions colorées, que je vois arriver le Maïdan, quelque chose en moi que je ne saurais encore trop définir aujourd'hui. Pourquoi j'ai été, par exemple, beaucoup plus sensibilisé et sensible à ce qui s'est passé en Ukraine qu'en Syrie. En Syrie, j'ai suivi avec attention la grande manipulation de l'ordre mondial pour nous faire croire plein de choses, mais ça, je vous apprends rien. Et en Ukraine, par contre, dès 2013, novembre 2013, j'écris un premier article sur un blog qui s'appelait Tradition à l'époque, et je dis attention, ce qui se passe à Kiev me semble encore une opération un peu instrumentalisée par les services américains. Donc j'ai commencé à suivre ça du fin fond de ma Guyane, puisque je vivais beaucoup en forêt, mais j'avais un poste de secours, un poste de santé dans le petit village Wayana où j'étais, qui était connecté pour des raisons médicales, en fait, connecté à un satellite pour tout ce qui était assistance médicale en zone isolée. Donc j'avais le code Wi-Fi, j'utilisais la bande passante de temps en temps le soir pour voir un peu ce qui se passait du côté de l'Europe et du Maïdan en particulier. Et progressivement, j'ai pris fait et cause pour les pro-russes. Et je me suis insurgé et je me suis opposé, en fait, autant à la revendication des Maïdanites, je ne sais pas comment on peut les appeler, et surtout, j'ai été effaré par la grande manipulation médiatique menée par les Occidentaux. Et lorsque le Maïdan, la tuerie d'Odessa, la maison des syndicats, le 2 mai 2014 intervient, on regarde ce qui est dit au niveau de l'actualité, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Les médias occidentaux ont absolument rien dit, alors que c'était un événement gravissime. Comparaison n'est pas raison, bien sûr, comme on dit, mais c'était du même ordre d'intensité qu'Oradour-sur-Glane. On enferme des gens dans une maison et on fout le feu, on les massacre. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, était intolérable dans une Europe du XXIe siècle, et le traitement médiatique qui en a été fait, c'est criminel. Le problème, c'est qu'ici encore aujourd'hui, on présente ça comme une révolution populaire, où le peuple est descendu de la rue contre un président qui a fait tirer sur eux, et donc il n'y a absolument pas même de mention sur toutes les enquêtes qui ont été faites, notamment au Canada, en examinant les vidéos et en montrant que, bon, si les mêmes balles tuent les policiers et les manifestants, il y a un problème, il y a comme un petit complot quand même. Oui. Et surtout que les quelques études balistiques très sérieuses qui ont été faites par des gens expertisés, de médias, comme je sais qu'il y a un média allemand qui a fait un gros travail là-dessus, ils ont déterminé que 80% des tirs venaient de l'hôtel ukrainien. Oui. L'hôtel ukrainien au dernier étage, et tout l'hôtel était occupé à l'époque par les opposants. Et là encore, on a un false flag, parce que 2 jours avant, il y a eu un accord de principe entre les opposants et Yanukovych pour créer un gouvernement de transition mixte et avec des élections présidentielles anticipées. Et 2 jours après, on a la tuerie du Maïdan. Donc là, c'est un sabotage qui est fait. Pourquoi? Parce que l'opposition, c'est des gens qui n'avaient pas obtenu plus de 5% aux dernières élections en Ukraine depuis des années. Et donc, ils n'avaient aucune chance de prendre le pouvoir s'il y avait eu une nouvelle élection présidentielle. Ils n'avaient aucune chance.
Donc, du coup... D'ailleurs, c'est bien, c'est ce que Nuland exprime bien quand elle dit fuck the EU, c'est-à-dire que vraiment, elle fait sauter l'accord qui a été obtenu par l'Allemagne, qui voulait que ça se calme, et elle le fait sauter pour un agenda secret des États-Unis. Ce qui est très frappant, c'est que les médias occidentaux ne parlent jamais, jamais du fait que Victoria Nuland a pratiquement tout avoué en croyant qu'elle n'était pas écoutée. Ben, elle a avoué même, alors je ne sais plus si c'est elle ou je ne sais plus laquelle dit nous avons donné 5 milliards pour le changement de pouvoir. Oui, oui, mais ça n'est pas mentionné et ça n'est pas du tout analysé. Mais bon, c'est passionnant, mais je vais quand même... on va venir au Donbass. À quel moment et pourquoi vous allez au Donbass? Alors, je constate que la guerre du Donbass est annoncée avec les bombardements alors d'abord Odessa, ça me révolte, surtout quand il y a un bombardement qui a lieu sur Lugansk. Il se trouve que j'ai été rentré en contact avec les réseaux sociaux, via les traducteurs automatiques et tout ça, j'étais quand même rentré en contact avec des gens de Donetsk et Lugansk. Et j'avais une femme, Ira Kukuitsa, qui était chargée du service culturel de la jeune République de Lugansk. Et donc j'étais en contact avec elle par, je crois, par Viber. Non, non, je sais plus. Non, par VK, c'est par VK que j'étais en contact avec elle. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était leur vision politique-linguistique des jeunes républiques. Parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, le dossier linguistique était vraiment mis en avant par les putschistes pour monter leur russophobie. Hein. Ils voulaient interdire la langue russe, etc. Donc, c'était un peu la goutte qui avait fait déborder le vase au niveau des russophones de la Novorossiya et du Donbass. Et donc, je l'interrogeais là-dessus. Je dis, mais vous, par exemple, ukrainienne, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes sectaire? Est-ce que vous interdisez, etc. Donc, elle m'avait commencé à me répondre en disant, non, ben voilà, nous, on étudie toujours la littérature de langue ukrainienne, etc. Shevchenko a toujours ses statuts et ses vues à Lugansk et Donetsk, il n'y a pas de problème. Et arrive le bombardement de Lugansk. Et le surlendemain, j'ai un message d'une de ces deux filles qui me dit « Maman ne pourra plus te répondre ». Alors moi, je traduis ça, je comprends pas, j'interroge, j'ai pas de réponse, etc. Et puis après, j'ai un autre message qui me dit bah, « Regarde la vidéo ». Et je regarde la vidéo, et en fait, sur la vidéo, on voit une femme en train d'agoniser jusqu'à sa mort, les deux jambes déchiquetées, elle est devant le bâtiment administratif qui a été bombardé par les Sukhoi 25 ukrainiens. Et en fait, c'était Ina Kukuritsa. Et donc là, ça m'a fait un choc. Elle était en famille, elle avait un mari, deux filles adorables, etc. Donc il n'y a pas de relation amoureuse entre moi et elle, mais c'était la première relation, je dirais, affective, personnelle, une personne avec qui j'avais eu un contact humain, et qui est là devant moi en plus dans un état indescriptible en horreur. Et donc là, ça m'a fait une espèce de choc émotionnel. J'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas en 2014 voir un cœur de ville bombardé et massacrer des femmes, des civils qui n'ont rien à voir avec la conduite du conflit militaire. Donc là, j'ai décidé de rompre, d'arrêter mon activité de guide. J'étais guide expédition au milieu amazonien depuis 15 ans, hein, quasiment. Donc j'ai clôturé ma société en respectant quand même le carnet de commandes que j'avais rempli. Donc je suis resté en Guyane jusqu'au mois de novembre. Donc j'ai simplement clôturé tout à partir de novembre. Donc fin novembre, je prends l'avion, je vais en France, je vois mes parents. Et en janvier, je prends toujours l'avion, je vais à Berlin, Moscou, Rostov, et je rejoins Donetsk, donc fin janvier, le 31 janvier 2015. Voilà. Donc quand j'arrive ici à Donetsk, mon objectif est toujours de faire de la réinformation, parce que depuis un an, les quelques articles que j'avais fait sur mon blog Tradition, j'ai en fait tout basculé. J'ai ouvert un blog vraiment spécialement consacré à la guerre du Donbass, que j'ai appelé Soutien à la rébellion du Donbass. Blog que je suis en train de transformer en site internet aujourd'hui, parce que le blog est bloqué. J'ai eu la naïveté de le mettre sur Blogger, et en fait Blogger
à bloquer mon blog. Donc, je continue ma réinformation, et comme j'ai un passé militaire et que dans ma mentalité, je peux pas juste être là à regarder, mais que j'ai toujours envie de participer, donc je me rapproche des milices de la République de Donetsk. Je me souviens, ça a été assez épique. J'ai fait de camion stop au cœur de Donetsk. Je parlais pas un mot de russe et je leur expliquais que je voulais me battre, que j'avais des compétences militaires parce que j'avais servi 15 ans dans l'armée française, donc ce qu'ils pouvaient me prendre, etc. Donc au bout du deuxième ou troisième véhicule, je tombais sur quelqu'un qui parlait anglais. On a discuté ensemble. Il m'a fait embarquer. Je me suis retrouvé donc à Debaltsevo, mais très très brièvement parce que c'était la fin du chaudron de Debaltsevo, et il y allait avoir les accords de Minsk 2 qui allaient être signés quelques jours plus tard. Donc j'ai vécu, je dirais, d'une manière brève mais très intense, parce que c'était dans un groupe cosaque, donc avec tout je dirais le folklore militaire qui sied à cette communauté particulière et géniale. C'est une communauté vraiment magnifique. Et donc je suis rentré en fait dans cette guerre par le biais d'un groupe cosaque adorable, d'ailleurs, avec qui j'ai toujours des contacts. Après, on est retourné sur Donetsk. Le bataillon a été dissous parce que c'était la normalisation mise en place par Zakharchenko qui était vraiment en train de se mettre en mouvement. La garde républicaine venait d'être créée quelques semaines auparavant, donc j'ai intégré à ce moment-là le 4e bataillon de la garde républicaine sur le front de Marinka. Ensuite, la 5e brigade sur le front plus au sud de Donetsk, donc sur Djokouchev, Elenovka, Djokouchev. Et finalement, en 2017, j'ai rejoint la brigade internationale Pietnashka, dans les rangs desquels je suis toujours, même malgré ma blessure. La brigade internationale qui a gardé l'esprit familial de la milice m'a gardé dans ses rangs. Donc j'ai servi comme sniper à Pietnashka pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Après, j'ai été grièvement blessé sur le front sud. J'ai eu un cycle opératoire très très pénible, parce que j'ai eu 8 opérations au niveau du bras. Ensuite, j'ai eu d'autres opérations au niveau de la jambe, du dos, du ventre. J'ai eu des éclats un peu partout dans le corps. Par chance, je suis toujours là déjà. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, j'ai pas d'organes vitaux qui ont été détruits. Donc j'attends en mars cette année, je vais partir à Saint-Pétersbourg, puisque j'ai enfin obtenu mon passeport russe après 3 ans de circonvolution bureaucratique russe, c'est-à-dire cauchemardesque. Et donc je vais partir à Saint-Pétersbourg au mois de mars, me faire amputer du bras gauche et mettre une prothèse bionique à sa place. Dès que j'ai ma prothèse bionique et quelques semaines de rééducation, je retrouve mon fidèle fusil et je repars sur le front au niveau du bataillon. Vous avez parlé des milices locales. Les médias occidentaux disent que tout ça c'est des agents de Moscou, que c'est des Russes infiltrés. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Qui en fait compose ce qu'on appelle les milices locales des républiques populaires? Alors, ça c'est très intéressant, parce que voilà mon point de vue. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a des Russes qui sont venus dès 2014 pour, en quelque sorte, participer à l'animation des groupes d'autodéfense. Alors, qui étaient ces Russes? Ces Russes, c'était, je prends celui qui est le plus connu, Igor Strelkov, donc Igor Girkin dit Strelkov, le tireur, qui est venu à l'époque, c'est un ancien colonel du GRU, donc c'est les services actions russes, mais il se trouve qu'Igor Strelkov, d'ailleurs il suffit d'aller sur ses sites, c'est pas un ami de Poutine, au contraire. Igor Strelkov, il est très très dur vis-à-vis du pouvoir en place au Kremlin, donc c'est un Russe, c'est un patriote exacerbé, passionné, mais en tout cas il n'est pas du tout dans les petits papiers du Kremlin, loin s'en faut, loin s'en faut. Donc ce sont des gens comme ça. Il y a eu ensuite Mozgovoy qui est un communiste, un poète communiste, idéaliste, etc., qui a monté un peu la milice de Lugansk, mais lui il était de Lugansk par contre. Il était de Lugansk. Après, on a des gens comme Motorola. Motorola, c'est un Russe qui avait fait des guerres en Tchétchénie. Il est venu dans le Donbass parce que, c'est la fougue guerrière qui l'a porté dans le Donbass. Mais c'est pareil, c'est pas
c'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier d'agent du Kremlin. Des Russes, moi j'en ai eu dans mon unité depuis 2015, ce sont des anciens, des vétérans, des gens qui ont quitté leur métier. J'ai un de mes très bons camarades qui est venu du Kamchatka, donc c'est un asiatique du Kamchatka, à l'extrême-orient russe. Il était pêcheur dans la mer du Japon. Quand il a suivi les événements et la guerre du Donbass, il a remisé ses filets de pêche, il a dit au revoir à ses parents, à sa famille, et il a traversé les 11 fuseaux horaires de la Russie pour venir se battre dans la brigade Pietnachka. C'est pas un agent du Kremlin. Il est venu avec ses propres deniers, il est venu de sa propre initiative, et il a participé, je dirais, au combat du Donbass. Donc, il y a effectivement des Russes qui sont venus participer, comme il y a eu des Français, dont moi-même, comme il y a eu des Belges, il y a même eu un Américain, j'en connais personnellement un, il y en a peut-être eu plusieurs, il y a eu des Allemands, des Tchèques, il y a eu des Slovaques, il y a eu des gens qui sont venus de tous les pays, on a même eu des Brésiliens qui sont venus, des Colombiens, des Espagnols, beaucoup d'Espagnols. C'est un peu comme dans les brigades internationales en Espagne en 1936. La base, c'était des Espagnols, et puis il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus en renfort. Voilà, exactement. On est dans cette même dynamique de milice révolutionnaire internationale. Donc là-dedans, effectivement, il y a des Russes qui sont venus. Pourquoi sont-ils venus? C'est en fait parce que c'est l'union des peuples. C'est le Sovietsky Soyouz. Les Russes sont venus. Moi, j'ai des camarades, toujours aujourd'hui, j'ai des camarades qui sont des musulmans tchétchènes, qui sont des gens qui viennent du Caucase, qui sont des Ossètes, j'ai un ami iranien. Un Iranien, il était dans l'Iran du Nord, il était donc dans les tribus plutôt pro-russes, et il a dit, mais les Russes sont venus m'aider dans mon pays, maintenant c'est moi qui viens les aider chez eux. Voilà, donc, et le pauvre homme, il a perdu ses 2 jambes. Il a sauté sur une mine, il a perdu ses 2 jambes, mais il a un moral d'acier. Abdullah, c'est un type extraordinaire. Donc ce sont ces gens-là qui sont venus. Alors c'est des rêveurs, c'est des idéalistes, c'est des gens qui ont des idéologies politiques radicalement différentes. Dans ma section, j'ai des monarchistes qui rêvent du retour du tsar, j'ai des communistes qui rêvent du retour dur de l'URSS quasiment stalinienne, j'ai des républicains, j'ai des mondialistes, j'ai des gens sans opinion politique qui sont là juste pour défendre la terre de leur père et de leur mère et de leur grand-père. Les Occidentaux ont toujours ce travers de vouloir, dans une vision complètement manichéiste et bipolaire, de vouloir donner une idéologie à tous les engagements. Non, il y a des engagements romantiques. On parlait de la guerre d'Espagne. On a vu plein de gens qui sont allés dans la guerre d'Espagne par pur romantisme, un antifascisme bien sûr, mais en engagement teinté de romantisme. On a ce genre d'individus. Alors Mosgovoy, on a Pessler, lui radical. On a des gens qui étaient monarchistes. Je pense que Strelkov en est un. Il n'y a pas des gens... Si je peux vous demander, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jacques Beau, Opération Z. Alors, j'ai un livre de Jacques Beau chez moi, mais c'est pas celui-ci. Le précédent, Poutine, maître du jeu. Et je vous le recommande parce que c'est donc, vous le savez, c'est un colonel suisse qui a été consultant de l'OTAN, donc il sait de quoi il parle. Et dans son livre Opération Z, il analyse justement, il dit, les milices sont d'abord composées de gens de l'armée ou de la police du ministère de l'Intérieur, qui est très importante en Ukraine, qui ont tout simplement changé de camp parce qu'on leur demandait de tirer sur leurs familles et leurs amis, et donc ils ont dit non, moi je vais de l'autre côté. Pour lui, c'est une composante au départ. Bien sûr, c'est très important parce que il y a eu donc un mouvement civil avec des volontaires venus de plusieurs pays, principalement bien sûr de la Russie et de l'ancien espace soviétique. Mais quand le système militaire ukrainien, soviétique en général, c'est un peu comme le système militaire français pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les régiments étaient composés, ce sont des régiments régionaux. C'est-à-dire qu'on avait des régiments de Bretons, on avait des régiments d'Alsaciens, on avait des régiments de Provençaux, et en temps de paix, chacun faisait son service militaire dans sa région. Donc en Ukraine, on avait exactement la même chose.
Donc, quand Turchinov, donc le président par intérim avant Porochenko, lance l'opération spéciale, après la visite d'ailleurs du patron de la CIA, il lance l'opération spéciale avec ses chars, ses avions et ses hélicoptères de combat, on a des gens qui sont militaires et policiers, hein, le MVD, il y a les trois grandes forces, ce qu'on appelle donc la Rosguardia, c'est-à-dire la gendarmerie, on a le MVD, donc le ministère de l'Intérieur, et on a le corpus, donc les réguliers. Mais en fait, ces trois forces disposent de tout l'arsenal d'une armée régulière, hein. Ils ont des chars, ils ont l'armement antiaérien, ils ont des hélicoptères, donc il n'y a pas de souci. Si on rajoute l'espace frontière avec les gardes frontières qui eux aussi sont équipés comme une armée régulière, on a quand même une force très importante. Et on voit des gens qui ne comprennent pas. Ils voient des camarades de leur armée qui viennent avec des chars et des hélicoptères et qui commencent à tirer sur la maison de leurs parents. Donc effectivement, ces gens-là, il va y avoir des malaises. On voit très bien par exemple qu'en Crimée, ce qu'oublient de dire les Occidentaux, soi-disant qu'il y a eu un coup de force de la Russie en Crimée, mais en fait, on a plus de 80%, je crois 87 ou 90% des militaires ukrainiens qui sont en Crimée et qui rejoignent en fait le mouvement pro-russe. Mais d'eux-mêmes, les gens ils disent bah non, nous on est de Crimée, on est russe. On ne veut pas de ce Maïdan, on ne veut pas de ce Maïdan qui veut interdire la langue russe, qui veut nier l'identité de nos parents, de notre terre. On rejoint donc le mouvement pro-russe. Donc, il y a eu la même chose dans le Donbass. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ont rejoint les milices, mais avec armes et bagages. On a eu juste quelques-uns qui ont quitté, et évidemment les officiers qui, eux, étaient en mutation. Les officiers étaient en mutation, donc on n'avait pas la totalité des officiers qui étaient de recrutement régional. Donc la dernière caserne ukrainienne qui se rend, oui et non, c'est-à-dire qu'elle ferme, certains rejoignent la milice et d'autres rejoignent l'Ukraine, c'est une caserne donc où aujourd'hui il y a la division d'artillerie de Donetsk. Il y avait, parce que maintenant ils sont sur le front, ils sont tous sur le front. Les casernes sont vides aujourd'hui à Donetsk. Il y a quasiment plus de soldats, il n'y a plus que quelques secrétaires, quelques documents et archives dans les casernes, mais les casernes à Donetsk sont vides. Les milices ont été formées. D'abord, ce sont on vous entend pas bien pour le moment. Peut-être que plus près du micro ça ira mieux, mais il y a un écho, c'est un peu difficile. D'accord, je vais m'approcher. Donc les milices ont été formées déjà sur des groupes localisés. Donc on avait la milice de Gorlovka qui était animée par Bessler, on avait Mosbovoy qui animait donc la milice à l'ouest de Lugansk. Et donc c'était des gens du pays. C'est pour ça qu'on a des mineurs, par exemple. On a beaucoup de mineurs dans les milices de Gorlovka. On a beaucoup de mineurs dans les milices de Donetsk. Après, si on descend vers le sud, on avait des marins-pêcheurs et des agriculteurs qui rejoignaient la milice. Donc on a des milices qui sont sur recrutement socio-professionnel régional, et ces gens-là vont être encadrés à la fois par des militaires qui ont quitté leur caserne et qui vont leur fournir un encadrement et du matériel, et ils vont être encadrés par des vétérans venant de Russie qui ont servi comme officiers, comme sous-officiers, soit en Tchétchénie, soit dans les guerres en Géorgie, Abkhazie, Ossétie, etc. Donc, alors, je voudrais qu'on précise, pour le public qui n'est pas du tout informé là-dessus, les médias occidentaux présentent ces gens comme des séparatistes, des pro-russes, donc qui ont pris une initiative parce qu'ils voulaient marquer une opposition à Kiev, et donc la question, c'est qui a commencé et pourquoi ils ont pris les armes. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a eu le mouvement anti-Maïdan. Il faut bien regarder que rapidement, on va assister à un glissement d'une revendication fédéraliste à une revendication séparatiste. Et ce glissement va être fait en fait parce que la réaction de Kiev est brutale et criminelle. Donc, par exemple, si on regarde les archives, les premiers mouvements anti-Maïdan demandent une fédéralisation. D'ailleurs, on les appelle des mouvements fédéralistes. J'ouvre une parenthèse. En 1991, quand il a été traité de l'indépendance de l'Ukraine, toutes les réunions de travail qui ont eu lieu à l'époque entre les responsables de la future Ukraine indépendante et les responsables soviétiques de l'époque
solution préconisée, idéale pour éviter les problèmes à moyen terme, c'est de créer un État fédéral. Ça, cette préconisation qui est intelligente quand on a affaire à un immense État comme l'Ukraine, qui était le plus grand pays d'Europe avec des diversités communautaires très très importantes et même divergentes pour certaines, c'était la solution effectivement la plus intelligente. Ça n'a jamais été mis en place. Au lieu de ça, on a vu une espèce de féodalisme oligarchique qui s'est mis en place en Ukraine, avec les régions russophones qui ont été complètement mises à l'abandon. Ici, la maison où je vous parle, il y a des routes autour de cette maison, on a l'impression qu'elles ont été bombardées, les routes. Or, il n'en est rien. Il y a eu effectivement quelques impacts dus à la guerre, mais la plupart des routes sont dans un état déplorable, parce que depuis 1991, en fait, c'est un État failli. L'Ukraine est un État qui ne génère des bénéfices que pour les foutre dans les poches des oligarques. Oui, voilà, justement, est-ce que cette féodalité dont vous parlez, c'est dû au fait qu'avec la privatisation de tous les services publics, les oligarques se sont précipités et qu'en fait, ils étaient très contents que les pays et la population étaient faibles et qu'ils se sont précipités pour prendre les beaux morceaux? Ça a été une, comment on appelle ça? Ça a été une vente aux enchères. C'est-à-dire que quand l'Union soviétique s'est désintégrée et a fait une liquidation que moi j'estime être un peu bâclée parce que trop rapide et fait n'importe comment, l'Union soviétique, en fait, on a les avoirs des grands industriels soviétiques qui ont été mis sur le marché. Des milliardaires comme Akhmetov, ils ont acheté, alors bien sûr, ça se chiffre, j'ai plus les chiffres en tête, ça se chiffre en millions de grivnas, mais en gros, Akhmetov a mis la main basse sur tout le potentiel industriel métallurgique du Donbass, qui est quand même la première région métallurgiste d'Europe, hein, je précise, d'Europe. Il a mis la main basse sur quasiment toutes les ressources industrielles du Donbass pour une poignée de moules, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que lui, il était déjà millionnaire, c'était déjà effectivement un oligarque du temps de l'Union soviétique. Il est arrivé là, il a raflé tout. Il a raflé tout. Et on s'aperçoit que l'Ukraine a été divisée un peu comme on divise un gâteau. Alors on avait Taruta à tel endroit, on avait Kolomoïski du côté de Dniepropetrovsk, on avait Akhmetov ici. Bref, tous les oligarques ukrainiens se sont partagés le gâteau, mais dans une seule intention, c'est de faire encore plus fructifier leur fortune personnelle et en aucun cas développer, je dirais, l'appareil socio-économique populaire. Le système soviétique avait mis en place des hôpitaux, avait mis en place des marchés, avait mis en place des écoles, des garderies, il y avait tout de mis en place. Ça tournait. Donc ils ont laissé en roue libre. Ils ont laissé en roue libre, en fait, les ressources soviétiques pendant 30 ans. Mais forcément, un bâtiment, même s'il est construit d'une manière forte et pérenne au départ, 30 ans après, vous imaginez dans quel état il est. Et donc là, vous me dites qu'au fond, la guerre est la conséquence de la privatisation sauvage que l'Occident a applaudi à l'époque. Disons, entre autres, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un ras-le-bol des populations russophones de voir finalement leur région partir complètement à la dérive. Alors bien sûr, dans Donetsk, on peut trouver le Donbass Arena, donc cette espèce de stade de football qui a été fait en 2012 pour accueillir la Coupe d'Europe, je crois. Donc c'est effectivement, il y a le centre des villes, vous savez, c'est la vitrine. Donc là, les oligarques se sont entourés de palais, d'administrations rutilantes, etc. Mais dès que vous sortiez des grandes villes de quelques kilomètres seulement, c'était la misère, des routes, les infrastructures étaient complètement à l'abandon depuis 30 ans. Donc il y avait un ras-le-bol de la population russophone. En plus de ça, on leur annonce du jour au lendemain qu'ils n'auront plus le droit de parler russe, qu'ils n'auront plus le droit de prier, de penser russe. Bon, en deux mots, ils ont dit, mais nous, on veut pas de ça, on veut une fédéralisation où on peut définir nous-mêmes notre destinée socio-économique et qui est tournée vers la Russie. Mais là, Kiev a réagi brutalement. Alors, il y a eu l'affaire de Crimée. En Crimée, ils ont lancé un référendum. Ils ont ensuite un référendum qu'on va dire un référendum d'irrédentisme, c'est-à-dire du retour d'une région dans sa mère patrie. Hein, c'est même pas le mot séparatiste est assez mal choisi, je trouve, sur le plan sémantique, même si moi je l'ai utilisé même assez souvent dans mes articles et dans mes interventions.
En fait, le vrai mot, c'est irrédentisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, dans une première étape, une séparation avec l'État présent, mais cette séparation, ce n'est pas pour former un État indépendant. On se sépare pour ensuite ramer et retourner vers le pays. C'est un retour, en fait. Voilà, c'est l'irrédentisme. Donc vous me dites qu'en fait, Kiev n'a pas laissé le choix et que le fait de prendre les armes du côté du Donbass, c'était inévitable, il n'y avait pas le choix. Vous savez, quand on se prétend vouloir être un pays démocratique, comme l'ont annoncé les putschistes dès le Maïdan, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Vous avez une population qui n'est pas d'accord, ou qui ne comprend pas, et qui proteste. Que fait un pouvoir lorsqu'il a une partie importante? Il ne faut pas oublier que les russophones, c'est plus de 40-45% de la population à l'époque. Que fait un pouvoir démocratique, ou simplement intelligent, lorsque une part si importante de la population demande des explications? On rencontre les responsables. Or, depuis 2014, y compris pendant les accords de Minsk, les politiciens de Kiev ont toujours refusé de dialoguer autour d'une table avec les responsables des régions irrédentistes, séparatistes du Donbass. Zelensky non plus? Zelensky non plus. Jamais Zelensky n'a discuté avec le Pouchkine. Jamais. Avant, Porochenko n'a jamais discuté avec Zakharchenko. Alors, quand il y a c'était pourtant précisé dans les accords de Minsk, il y avait un point qui précisait là-dessus, c'est qu'il fallait créer en gros des négociations entre les responsables des républiques autoproclamées et du pouvoir de Kiev. C'était la suite de Minsk. Mais Porochenko a déclaré plus tard qu'en fait, il avait pas voulu vraiment signer à Minsk et que c'était pour gagner du temps, pour se renforcer. Bien sûr, Merkel et Hollande ont avoué ce mois-ci. Hein, il y a eu deux interventions médiatiques d'Angela Merkel et de François Hollande, et Angela Merkel a dit oui, on a signé les accords de Minsk, mais en fait c'était pour reconstituer l'armée ukrainienne. Et Hollande, je suis pas tout à fait sûr, mais c'est une question compliquée, je suis pas tout à fait sûr que Merkel le pense vraiment ou qu'elle est obligée de le dire parce qu'elle a été mise sous une très grosse pression par les États-Unis et par toute cette campagne de propagande. Hein. Parce que c'est pas l'intérêt de l'Allemagne que ça continue à péter en Ukraine et qu'elle peut pas faire son commerce avec la Russie. C'est clairement pas l'intérêt du patronat allemand. Ah, tout à fait, mais le problème c'est que Merkel n'est plus au pouvoir. Voilà, donc je crois que Merkel elle a mis ça un peu sous pression, mais j'ai l'impression, hein, c'est pas que c'est ma tasse de thé Merkel, mais j'ai l'impression qu'elle était sincère au moment des accords de Minsk et qu'elle voulait vraiment que ça se calme. Je pense que vous avez mis le point sur la grande différence avec Merkel et les autres responsables occidentaux, y compris Scholz aujourd'hui. C'est que Merkel avait encore dans son esprit la motivation de l'Allemagne d'abord. L'Allemagne d'abord. Donc d'abord, on protège nos intérêts nationaux. Ensuite, il ne faut pas oublier que Merkel, elle est issue de l'Allemagne de l'Est. Donc même si elle a une certaine acrimonie contre l'URSS, elle connaît la mentalité russe. Elle a certainement même certaines affinités avec la culture russe, etc. C'est une russophone. Merkel, elle parle russe, hein, donc comme Poutine parle allemand, puisqu'il était en poste en Allemagne, je crois à Dresde. Donc je pense que Merkel comprenait beaucoup mieux la mentalité des choses, les intérêts de l'Allemagne, alors qu'aujourd'hui, on a affaire à des laquais qui sont simplement des toutous qui tirent sur la laisse. C'est extrêmement curieux de voir qu'on a deux verts allemands, les deux ministres principaux économie et affaires étrangères, qui viennent d'un parti qui s'est fondé pour la paix, contre les missiles, contre toutes les guerres, et qui maintenant sont les plus va-t-en-guerre possibles. Il y a des dollars là-dessous, non ? Il y a alors des dollars certainement, mais vous savez, je pense qu'il y a aussi une corruption des partis politiques. On l'a vécu en France, très bien. C'est-à-dire que les écolos en France, ils étaient à un moment donné assez vindicatifs. Ils formaient un contre-pouvoir. Et puis, à partir du moment où on leur a offert un poste de ministre de l'écologie, je crois maintenant de l'environnement, ça s'appelle, ou je sais plus, c'est l'inverse. Eh bien, vous savez, après, ils se sont battus pour le trône.
Ils se sont battus pour le trône et du coup, c'est la perversion, c'est la corruption. Je pense que le système étatique tel qu'il existe en Occident est un système qui est consubstantiellement pervers. Je suis absolument opposé à la rhétorique ou au narratif qui consiste à dire « Oh, on vire Macron et ça va aller mieux ». Ben non, on a viré Hollande, ça a été pire, on a viré Sarkozy. De toute façon, c'est pas le président qui a le pouvoir, ce sont des employés. C'est l'étatisme, c'est-à-dire que le problème, c'est exactement comme à Bruxelles, vous pouvez changer le Parlement européen tous les jours s'il faut, ça reste les hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus qui font tourner la boutique et qui définissent les feuilles de route. Eh bien, aujourd'hui, les gouvernements nationaux sont exactement dans la même logique. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui font un théâtre politique pour amuser les foules et leur faire croire qu'ils ont le choix de leur destinée nationale, alors qu'en fait, la barre du bateau, elle est verrouillée. Vous pouvez mettre un mec de gauche ou un mec de droite, le bateau est sur les rails, et c'est les rails aujourd'hui d'un capitalisme qui passe de sa métamorphose nationaliste industrielle à une métamorphose du marché mondial. Ça, Karl Marx l'explique très bien, et en fait, on est vraiment là-dedans. Donc, de même qu'il y a les... Mais ça fait partie du jeu, je pense, de la société du spectacle, que de créer, en fait, des diversions horizontales au niveau du peuple, de plus en plus agressive sur le plan de la rhétorique, pour en fait créer des diversions qui écartent les populations du vrai combat qui normalement devrait être un combat vertical, en gros d'un nouveau prolétariat vers un étatisme mondialiste. Donc je crois qu'aujourd'hui les forces d'opposition comme les Verts, on l'a vu, participent. Alors la caricature de ce que j'essaye d'expliquer, c'est les fameux antifas. On a eu la période des antiracistes en France également, avec Touche pas à mon pote, etc., etc. Donc, qui partaient d'un bon sentiment. Parce que ça part toujours d'un bon sentiment. La comédie du spectacle de la marchandise, elle part toujours d'un bon sentiment. Comme les révolutions, ça part effectivement d'un mécontentement populaire, mais qui est aussitôt happé, détourné, instrumentalisé et même envoyé dans une direction récupérée. Oui, tout à fait. J'ai encore deux, trois questions importantes sur le Donbass. La population civile est soumise à des bombardements quotidiens. Elle est prête à continuer à résister à ces attaques? Alors oui, pourquoi? Parce que les gens ici... Les critères qui leur ont fait choisir finalement la résistance se révèlent justes aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont ressenti en 2014, qui n'était pas le fait d'une propagande du Kremlin, au contraire, le Kremlin, si les journalistes occidentaux étaient honnêtes, ils verraient que le Kremlin, au contraire, a essayé de temporiser et a même freiné les ardeurs séparatistes en 2014. Je rappellerai quand même que Mariupol était un fruit qui était dans notre pomme. En septembre 2014, on avait des unités qui étaient rentrées dans les faubourgs de Mariupol et que la ville, à l'époque, n'était défendue que par un demi-bataillon ukrainien n'ayant fait aucune tranchée, aucun bunker. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre Mariupol peut-être en 2 jours maximum. Et Poutine a dit « Stop, arrêtez vos conneries, vous retournez en arrière, on fait un traité de paix. On fait un processus de paix. » C'est assez hallucinant qu'on accuse Poutine d'avoir provoqué les gens à se séparer de l'Ukraine, alors qu'en fait, il leur a dit rester dans l'Ukraine. Non, bien sûr, il faut pas oublier que Poutine, au départ, il est pour le respect alors bien sûr, il y a la Crimée, mais la Crimée, il y a d'une part une population russophone, pardon. Et russes même, à 90%, c'était des gens qui avaient leur passeport russe et qui ont demandé à retourner en Russie. D'ailleurs, c'est le 3e référendum dans l'histoire de la Crimée indépendante, dans l'Ukraine indépendante. Oui, on a lu ça dans le bouquin. Mais donc, pour revenir, la population civile maintenant, elle est toujours, malgré les bombardements qui sont douloureux, ça résiste. Elle est plus encore déterminée. Elle est encore plus déterminée. Parce qu'elle se dit, voilà, ce qu'on avait pressenti, ce qu'on avait ressenti et observé en 2014 se confirme aujourd'hui. C'est-à-dire que l'agression de l'Ukraine en tant que marionnette de l'OTAN est aujourd'hui complètement confirmée. Les gens, moi j'ai des camarades qui reviennent du front, ils me disent mais
on intercepte des communications radio, on comprend rien. En 2014, on comprenait les communications radio ukrainiennes quand on les interceptait. Parce que les gens de 2014 à 2018, 2019, 2020, ils utilisaient l'ukrainien et surtout le russe. Parce que il faut pas se leurrer, en face, les soldats russes, les soldats ukrainiens, pardon, ils parlent russe, ils parlent pas ukrainien entre eux. Hein, si vous regardez des vidéos de soldats ukrainiens blessés ou de soldats ukrainiens qui subissent des bombardements, on a plein de petites vidéos qui sont tournées par eux-mêmes. Eh bien, les mecs, ils gueulent, ils hurlent, excusez-moi le vocabulaire un peu trivial, ils gueulent en russe, pas en ukrainien. Je me souviens de Porochenko qui va faire un discours devant un parterre d'officiers ukrainiens, je crois en 2021, en 2020. Je sais plus en quelle année. Il était encore président? Non, ça devait être avant, ça devait être 2018. Ah bon, ouais. Il fait un discours du côté de Lvov. Il fait un discours, il commence à parler ukrainien. Et il voit que dans la salle, ça réagit pas bien. Que fait le président Porochenko? Il se met à parler en russe pour que son auditoire d'officiers ukrainiens le comprenne. Zelensky, quand il est convaincu d'aller dans la course présidentielle, il sort d'une réunion avec son oligarque préféré, Kolomoïski, et en sortant de la réunion, que fait le futur candidat Zelensky? Il téléphone à son conseiller ou à son secrétaire et il lui demande, s'il te plaît, trouve-moi un professeur de russe. Parce que Zelensky, il est né comment s'appelle la ville en face de Dniepropetrovsk? Non, le côté du grosse ville. Je sais plus. Il est né dans une ville, ça va peut-être me revenir. C'est une ville russe. Il est né de langue russe. Quand Zelensky est élu président, le premier qui lui téléphone pour le féliciter, c'est qui? C'est le président Poutine. Et que fait Zelensky? Je crois, entre les deux tours ou un truc comme ça, il va aller fleurir, ça c'est peut-être purement électoraliste, on va dire, mais il va aller fleurir la tombe de son grand-père qui est mort pendant la guerre dans les rangs de l'Union soviétique. Krivoï-Rog, voilà, il est de Krivoï-Rog. Donc voilà, Zelensky, c'est un type qui a complètement retourné sa veste. Il a complètement retourné sa veste. La carrière. Et l'argent. Et l'argent. Hein. Et l'argent. On a vu dans les Pandora Papers qu'il était pas en tête de liste, mais il s'était fait quand même une grosse fortune. Absolument. Là, oui, on en parle dans le bouquin. Une dernière question. Comment est la vie politique au Donbass quand il y a la guerre? Est-ce qu'il y a encore des conditions pour des libertés démocratiques, pour des débats? Alors les débats existent. Hein. Il y a des gens, d'ailleurs. Alors les débats sont faits au niveau du Parlement du peuple. Il y a également des associations. Il y a des groupes qui discutent de plein de choses. Il y a des quartiers, parce qu'on est encore sur un modèle soviétique, c'est-à-dire que chaque quartier a son référent administratif. Donc les gens, par exemple en ce moment on a des problèmes avec l'eau. Il y a beaucoup de quartiers où il y a des problèmes de canalisation d'eau à cause du chauffage. Donc le chauffage, les radiateurs, et avec les problèmes des bombardements et de la pénurie d'eau, ça fait que il y a beaucoup de. Mais on voit bien, ça râle. Les gens, ils font des réunions, ils vont. Alors ils utilisent bien sûr. On est en 2023, pardon. Ils utilisent les réseaux sociaux. Donc ça bouge. Il y a des contestations qui se font. Alors c'est évidemment dans le respect du pouvoir, c'est-à-dire que en fait toutes les revendications qui sont exprimées sont justement exprimées parce qu'elles ont un retour. Quand les gens ont commencé à se plaindre des canalisations d'eau qui fuyaient, le chauffage qui n'était pas bien installé dans les appartements, Poucheline, aussitôt, le lendemain, il a fait une annonce, il a dit « Je donne l'ordre aux responsables des administrations concernées d'aller tout de suite, d'envoyer des gens tout de suite dans tous les quartiers, immeuble par immeuble, et de faire un point de situation et de remédier au problème. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Ça a été immédiat. On n'est pas dans une France de Macron qui n'écoute pas les revendications des Gilets jaunes et qui envoie les flics leur éborgner la gueule. Non, on est sur un... Alors, la guerre est quand même la chose la plus importante.
La guerre, les gens ont conscience que l'effort de guerre est là et prioritaire et doit être prioritaire sur toutes les autres activités. Mais cela dit, aujourd'hui, les routes sont refaites, les écoles sont construites. Là, on est même en train de construire un centre pénitentiaire. En plus, à Donetsk. Pourquoi? Parce que on n'a plus de place pour les prisonniers ukrainiens. On a tellement de prisonniers ukrainiens qui arrivent toutes les semaines, il faut les loger, donc on est en train de construire un immense centre pénitentiaire. Mariupol est en train d'être complètement reconstruite, la ville de Mariupol, moderne, à neuf. Là, on va ouvrir des voies ferrées pour faire des liaisons ferroviaires directes avec les grandes villes de Russie. Donc maintenant, cette année, il va y avoir des trains qui vont pouvoir partir de Donetsk, on espère, peut-être d'une ville un peu en retrait du front. On va pouvoir maintenant prendre le train directement pour aller à Moscou, Saint-Pétersbourg, Rostov, etc. Chose qui n'existait pas avant, depuis 8 ans. Donc on voit que le développement socio-économique est maintenu. Il y a des programmes qui sont faits, il y a des chaînes de magasins qui ouvrent, les industries sont modernisées, les machines-outils sont modernisées, remplacées, etc. Tout ça, malgré la guerre, on arrive à... Malgré la guerre. Et ça depuis 8 ans. Il ne faut jamais oublier que c'est le président Zakharchenko qui, lorsqu'il a normalisé la situation pendant l'été 2014, il a aussitôt lancé des grands programmes. On a des programmes, par exemple, médicaux, on a des programmes d'aide sociale à l'enfance pour les enfants handicapés. Tout ça, c'est modernisé. On est très attentif à tout ça. Alors bien sûr, il y a, comme je vous le disais en début d'entretien, il y a tout plein d'infrastructures encore qui sont dans des états pitoyables. Mais vous savez, les moyens sont aussi limités. On programme, on a des priorités. Là, actuellement, la priorité, c'est Mariupol. La deuxième priorité, c'est tout ce qui est sanitaire, médical et hospitalier. Ça, c'est la priorité des priorités. Je parle du domaine civil. Après, il y a le côté enseignement, éducation. Donc, le problème, c'est que les élèves et les étudiants sont télé-enseignement parce que vous imaginez qu'on ne peut pas les regrouper dans un établissement scolaire quand il y a des bombardements qui tapent quasiment tous les jours sur Donetsk. Donc, mais tout ça, on voit, en fait, depuis 2014, la République populaire de Donetsk est un État à part entière. C'est-à-dire, c'est un État avec un parlement, un gouvernement et un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un appareil de justice. On a les trois piliers fondamentaux de tout État réglementaire. Mais c'est pas du tout l'image qu'on donne de ça en Occident, donc je crois que c'est un entretien très précieux, je vous remercie énormément. Est-ce que vous avez un dernier message pour les Français et les Européens de l'Ouest en général? Alors moi, j'aurais comme message de dire aux gens, vous savez, la guerre du Donbass, c'est quelque chose qui est en train de bouillir à feu d'eau depuis 2014. On pourrait remonter avant d'autres événements, bien sûr, dans l'histoire des relations Est-Ouest. On va partir uniquement du Maïdan. Donc il y a eu un feu qui a été allumé sous Maïdan. Ce feu a fait bouillir la marmite pendant 8 ans. Et aujourd'hui, en fait, le couvercle a explosé et c'est en train de se répandre dans toute l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe, les populations occidentales avant, et notamment la France, qui avait une fonction diplomatique essentielle à travers les relations internationales, ont démissionné de leur indépendance. Aujourd'hui, les populations européennes devraient retrouver justement ce contre-pouvoir sans être forcément pro-russe. Je ne demande pas aux gens d'être pro-russes, ni d'être pro-américains, mais simplement d'être européens. Donc européen, c'est dire non à la guerre. Or, on ne peut pas envisager une négociation de paix si on donne des armes à l'un des deux belligérants. Pour moi, c'est un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Un enfant de 5 ans peut comprendre ça. L'arbitre, imaginez un arbitre dans un match de boxe, mais qui finalement donne des armes, des couteaux et des massues à l'un des deux boxeurs. Sauf que ça profite particulièrement à Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, et dans le bouquin, nous analysons justement les profits énormes et l'influence énorme de ce que Eisenhower avait appelé en 61 quand il a quitté. Il a dit le complexe militaro-industriel. Pourtant, il était général, et il avait fait des guerres, mais il a dit c'est le plus grand danger qui menace la démocratie aux États-Unis, mais ça n'a servi à rien.
Je pense qu'on est en train de voir à travers les aides militaires diverses des pays occidentaux, on est bien en train de voir le deuxième objectif de Washington et du nouvel ordre mondial, c'est de domestiquer les populations européennes justement au complexe militaro-industriel. Donc on fait vider les arsenaux, les anciens arsenaux soviétiques des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est d'abord. Ensuite on fait vider les arsenaux des pays occidentaux. Je pense à tout ce qui est en train d'être déversé en Ukraine. Mais ça, c'est pour obtenir des nouveaux contrats de rééquipement. Or, pour rééquiper rapidement ces pays qui sont en train de se saigner pour les bandéristes de Kiev, eh bien, il n'y a que l'appareil militaire industriel américain qui peut le faire. Donc, remplacer peut-être les Leclerc qu'on va donner à l'Ukraine par des Abrams. Remplacer, j'ai entendu aujourd'hui que la Hollande voulait donner des F-16. La Hollande voulait donner des F-16 à l'Ukraine, donc ils vont être remplacés par des F-35. On a vu les Polonais, ils ont déjà ils ont donné leur T-72M amélioré, M1 amélioré. On dit donner, mais il faut dire vendre, hein, parce que l'Ukraine devra payer. Hein. Ah ben c'est surtout l'Ukraine, elle va payer en nature. C'est-à-dire que l'Ukraine, on va pas lui adresser une facture. L'Ukraine va dire, mais regardez, nos soldats qui sont morts, ils ont payé de leur vie. Non, l'Ukraine va devoir ensuite accueillir les bras ouverts des industriels occidentaux, délocaliser des industries automobiles, exploiter le gaz de schiste. Très important. Tout ça, c'est prévu, c'est dans les programmes. La terre ukrainienne est déjà vendue quasiment en théorie. Ça, c'est. Donc, en conclusion, c'est une guerre pour le fric, comme toujours, du côté. Toujours. Là, les intérêts sont de moins en moins cachés. C'est une guerre qui. Je pense qu'on est vraiment face à la trilogie du grand capital. À chaque fois que le grand capital a connu des crises mortelles, à chaque fois, il a lancé la trilogie crise, guerre, reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. Et je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Avec, en fond de tableau, des objectifs qui sont de redonner à la stratégie du containment, c'est-à-dire de l'encerclement et de l'asphyxie de la Russie, une nouvelle vie, et de continuer à domestiquer et à asservir, en fait, les États européens. Bien. Donc, je crois que c'est une bonne conclusion et en même temps un motif d'espoir de voir des populations qui résistent. Et de notre côté, en tout cas, on va travailler pour faire connaître ce que vous avez dit et faire connaître les dessous de la guerre des images et espérer que ça contribue à ramener la paix le plus vite possible. Merci Michel, et en tout cas, je suis très heureux à chaque fois de rencontrer quelqu'un comme vous qui avait cette pertinence et cette immense réflexion qui devrait être partout présente. Merci Erwan, j'espère qu'on pourra se rencontrer un jour et portez-vous bien, faites attention à vous. Merci Michel, je vous donne à votre service. À bientôt. Au revoir.